avec un S à sport. Logos FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport, la meilleure émission 100% sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça va mieux en le disant, effectivement. Ce soir, on a l'immense plaisir de recevoir Michael Pécaud, le directeur et chorégraphe de Supreme Legacy. Salut Michael, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien et toi ? Eh bien écoute, ça va bien. On est là, c'est le principal et on va passer une bonne émission, j'en suis certain. On a comme chroniqueuse pour la première fois Floriane Begon, qu'on a eu comme invitée la semaine dernière. Et j'ai trouvé qu'elle avait du talent derrière le micro, donc c'est pour ça qu'elle est là. Salut Floriane, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va et toi ? Eh bien ça va bien. Et puis on a Maxime Secalo qui a abandonné la casquette, vous verrez les amis à la vidéo, pour un bonnet qui est joli quand même je trouve, mais bon ça m'a quand même un petit peu fait drôle parce que t'as des belles casquettes en fait. Il a une collection de casquettes incroyable. Salut Maxime, comment vas-tu ? Salut Fabrice, bonjour à toutes et tous. Écoute, ravi. Écoute, il fait un peu frisqué, hein. Il n'y a plus de saison, mon pauvre Fabrice, donc tu vois, on intervertit bonnet, casquette. C'est vrai qu'il n'y a plus de saison. Ouais. On est multicasquette finalement. Ouais, c'est bien, mais c'est ce qu'il faut. Hein. Voilà. Pour réussir dans la vie, il faut être multicasquette. Alors je voudrais faire un petit coucou, un grand coucou aux parents de Michael que je connais bien, à Nanar ou Pec pour les intimes, et puis à Claudine qui a été ma collègue et c'est devenu une amie très rapidement, au même titre que Nanar d'ailleurs. Voilà, donc je leur fais des gros bisous. Et puis à ton frère aussi, à ton frère qui est un très bon joueur de football. Bouli pour les intimes, si mes souvenirs sont bons. Et son cousin qu'on a reçu ici. Et Jérémy Antonio, Jérémy Antonio aussi, qui a fait la CAN avec la sélection de la Côte d'Ivoire comme analyste vidéo. Donc voilà, et puis pareil, il y a un air de famille, et puis c'est une famille qui est très très sympa, ça se voit de toute façon. C'est pour ça que Michael est ici aujourd'hui. Alors Michael, comment ça se fait que quand j'allume mon portable, je vois Michael Pécaud, j'achète le journal, j'ouvre le journal, je vois Michael Pécaud, France 3 Auvergne, je crois bien que tu es passé sur France 3 Auvergne. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe à Supreme Legacy pour que Michael Pécaud soit un petit peu la star, un peu du breakdance clermontois et au-delà des frontières du Puy-de-Dôme, bien sûr. C'est qu'on a une activité qui est assez dense en ce moment, entre les spectacles, les ateliers, les résultats en compétition. On organise aussi des événements, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs activités qui font parler de nous, en fait, que ce soit au niveau national, même international. Ah, c'est bien, mais aussi, mon petit doigt m'a dit, parce que mon petit doigt il est quand même assez bien renseigné, mais il m'a dit aussi que ça tombe pas du ciel et t'as bossé, moi je te connais bien, t'as bossé depuis très longtemps. Oui, la Supreme Legacy, déjà, ça date de quasiment une quinzaine d'années bientôt. Ouais. Donc, et puis même avant ça, j'étais déjà, depuis l'âge de mes 15 ans, dans le break. Donc, au début, j'étais en tant que danseur, puis après chorégraphe, et après, j'ai développé aussi la structure pour en arriver là aujourd'hui. Parce que donc, tu étais à Moza, on en avait discuté, tu jouais au foot comme tout le monde, et après, tu as décidé de faire du breakdance. Est-ce que ça a été facile par rapport à tes potes ? Je crois que tes parents ont été cool là-dessus. Ouais. Et est-ce que tes potes, par exemple, ils ont compris que tu partes au breakdance ou que c'était une passion tout de suite ? Est-ce qu'ils ont compris ça ? C'est vrai qu'à Moza, c'était pas très connu le break. Ouais, ça, c'est sûr. Non, mais je même peux confirmer. Je suis tombé dessus par hasard. En fait, vraiment, on était en vacances, tu vois, avec la famille. Et j'ai vu un cypher, c'est quand les danseurs ils se mettent en cercle, ils vont passer. D'accord. Donc, c'est pas lors d'une compétition, c'est plutôt en mode soirée. Et je sais pas, moi, j'étais là, je regardais, je voyais des gars en train de faire des acrobaties, de faire des mouvements, de s'amuser sur la musique. Et je sais pas, l'énergie, la musique, tout ça, ça m'a motivé, ça m'a inspiré. Et quand je suis rentré, je me dis, je vais en faire. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos, à essayer de rencontrer des personnes qui en faisaient. Et puis après, moi, à mon tour, j'ai essayé d'apprendre justement à tous mes potes qui faisaient du foot ou qui habitaient dans ma rue, de découvrir cette discipline. Donc il y en a qui en ont fait pendant un petit moment. Et puis petit à petit, après, j'ai continué d'exporter un petit peu cette passion sur Clermont, aux alentours et puis un peu partout. Eh ben super. Max ou Floriane ? Ouais, écoute, moi je voulais savoir et que tu nous expliques, parce que Supreme Legacy, donc effectivement il y a de la danse, mais pas que. C'est ça, en fait nous on est une association qui existe depuis 2013. On est connu essentiellement grâce au breaking depuis le début, mais on a plein d'autres disciplines. On a des graffeurs, donc on a des rappeurs, des DJ, on a vraiment toutes les parties qui composent la culture hip-hop en fait. Ok. D'accord, et donc juste après je te laisserai la parole, Floriane. Je glisse un peu, mais c'est normal, parce qu'il a plu un petit peu tout à l'heure.
Est-ce que toi, tu as apprécié cette épreuve aux Jeux Olympiques ? Est-ce que je sais que les journalistes n'ont pas été extraordinaires. Et est-ce que toi, tu étais content de voir le breakdance aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris ? Est-ce que ça t'a plu ou Médaille d'argent française en plus. Ouais, médaille d'argent. Ouais. Ouais, Danny Dan, dédicace à lui d'ailleurs. Je vais dire oui et non. Ouais. Parce qu'il y a eu des bonnes choses comme des mauvaises choses. Après, la partie avant JO était intéressante pour nous, puisque c'est vrai qu'on a pas mal été sollicités pour faire des performances, faire découvrir le break, que ce soit dans les milieux scolaires, mais vraiment partout. C'était, on va dire, le sport qui était à la mode, qui faisait son apparition au jeu. Ouais. C'est vrai que nous, quand on l'a appris, tout le monde, enfin en tout cas notre communauté était assez surpris, parce qu'on n'a pas demandé d'être au JO, on n'avait pas de fédération. Enfin voilà, c'est quand même une discipline pour nous qui n'est pas sportive, même s'il y a forcément... c'est assez physique, mais pour nous, c'est quelque chose qui est plutôt artistique et qui fait partie d'une culture, comme j'en parlais tout à l'heure, la culture hip-hop. Et c'est vrai que d'arriver sur la sphère sportive, c'était un bon côté pour la partie structuration, reconnaissance auprès des institutions, tout ça. Mais on a essayé de pas perdre notre âme, en fait, de culture. Ouais, ça joue là-dessus, ouais. Ouais, c'est ça. Et même aujourd'hui, les compétitions fédérales ont continué, mais c'est pas la même énergie et la même ambiance qu'on peut retrouver dans nos battles, à nous, nos propres battles. D'accord. Et après, pour revenir sur les JO, ça vous apporte une belle notoriété quand même. Oui, c'est sûr que comme je disais, c'est plutôt avant, parce qu'après c'est vite redescendu. Ok. Mais après, c'était à la télé. Enfin, moi j'ai regardé à la télé, je pouvais pas être sur place. Mais en tout cas, les présentateurs qui ont été pris pour l'événement, en fait, ils parlaient aussi pendant. Enfin, un battle, ça se vit en fait. Quand on est là, on entend la musique, on entend les speakers qui sont sur scène. Et là, c'est vrai qu'il y avait des commentateurs qui commentaient, il y avait des speakers, enfin, ça faisait plein de choses. Et les commentateurs, pour moi, qui étaient. Avec France Télévisions ? Ouais, c'est ça. Ouais. Pour moi, ils n'ont pas réussi à transmettre vraiment ce qu'était notre discipline, que ce soit le nom des figures, c'était fouillis, c'était pas compréhensible pour les gens. On voyait que c'était la première année, quoi. C'est ça, mais surtout, pour moi, ça aurait été plus légitime de mettre des gens qui sont de notre milieu, qui puissent parler vraiment de ce qu'on fait. Parce que les journalistes qui étaient de France Télé, c'était quoi de base ? C'était des journalistes plutôt spécialisés danse, plutôt quoi ? Il y en avait une, oui, que je connais bien, mais qui est plutôt, on va dire, en danse hip-hop. Ok. Et l'autre que je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que nous, en tant que danseurs, même les gens qui sont proches de nous, les parents d'élèves ou tout ça, quand ils ont regardé les JO, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Ah oui, d'accord, à ce point-là, ouais. Okay. Tu vois, c'était pas même d'expliquer les jugements pour un tel. Nous, dans le break, il y a cette partie, on va dire, créativité, originalité qui est très importante. Et c'est vrai que le grand public, des fois, ne va pas forcément comprendre pourquoi ce mec-là, il a fait salto, il a fait des figures de fou, pourquoi il a perdu contre lui. Oui. Mais parce que lui, il est arrivé, il avait ses propres mouvements, il était sur la musique. Il a fait, ce qu'il a proposé, c'était plus fort que faire un salto. Et en fait, ça n'a pas été assez mis en avant, cette partie-là en tout cas. D'accord. Et après, ça a quand même réuni, je parle chez la partie garçon, ça a vraiment réuni les meilleurs danseurs au monde. Ça, il n'y a pas de souci. Après, chez la compétition féminine, c'est un peu plus mitigé. On ne va pas parler de l'australienne, mais voilà, il y avait 2-3 personnes qui ont participé à la compétition que même nous on ne connaissait pas et qui ont fait des qualifications à des moments donnés et qui ont réussi à atterrir à cet endroit-là. Mais sinon, non, dans l'ensemble, ça reste quand même une bonne expérience. Ça a permis de développer des sponsors. Nous, on a eu la chance de rejoindre l'équipe CEPAL, avec qui on a perduré d'ailleurs le partenariat. Là, on vient de s'engager encore sur cette saison. Donc non, ça a apporté quand même des belles choses. On a mis en place le Supreme Legacy Studio. On sait que le fait que que le break soit au JO, ça y a contribué à nous permettre de mettre cette structure en place. Mais oui, c'est pas quelque chose qui nous a fait vraiment vibrer plus que ça. D'accord. Floriane ? Juste rapidement, est-ce que tu peux nous parler justement du jugement un peu ? Parce que c'est vrai que ça a été compliqué, on nous l'a pas expliqué réellement. Pour vous, je pense que c'était aussi une frustration, parce que c'était pas à la hauteur, comme tu disais, peut-être de vos attentes. Donc est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu le jugement qui a été fait Après, le jugement, c'est dur de revenir dessus, dans le sens où moi j'ai regardé ça, j'étais en vacances, donc je me rappelle pas exactement comment ça s'est passé, mais c'est vrai que pour le grand public, c'est une discipline qui est pas facile. C'est un petit peu, on va dire... tu fais du patin d'ailleurs. Voilà. Exactement. Donc c'est assez similaire dans le sens où c'est très artistique. Donc il y a des jurys, ils vont préférer tel danseur parce que ça va plus faire parler. Après, nous, on n'a pas de figure imposée en fait. C'est ça qui est. On n'est pas noté sur des points. Enfin, il y a différentes catégories. C'est pas binaire quoi. C'est pas oui/non en fait. C'est une interprétation. C'est ça. Et en fait, là, il y a le bal système qui est mis en place. On est jugé sur la technique, sur la créativité, sur la musicalité, sur notre engagement dans le battle, sur ce qu'on va proposer, tout ça.
Mais c'est vrai que ça reste quand même assez subjectif. Donc c'est... Voilà. Et les juges, là, ils sont honnêtes ou il y a quelques... Là, par contre, quand je parlais des points positifs, ce qui est bien sur cette compétition aussi, c'est que les jurys ils suivaient une formation, entre guillemets, mais ils n'avaient pas le droit, par exemple, de juger des membres de leur équipe. Nous, on a fait un battle pour les qualifications au championnat du monde. On a 2 membres de notre groupe qui participaient, Lucky et Nasty. Et en jury, on avait un autre membre de notre groupe, Artson, et qui, lui, par exemple, quand nos danseurs passaient, il changeait ce jury-là. Et ça, c'était super cool de pouvoir faire ça, parce que c'est vrai que souvent, on va sur des compétitions et il y a un petit peu de copinage, des fois, ça arrive. Ouais. Quand on va dans certaines villes ou quand on rencontre certaines équipes et qu'il y a leurs membres dans le jury, forcément, ils sont un peu influencés. Ça aide. C'est ça. Sauf que nous, la différence, c'est qu'on est à l'inverse. Nous, on est plus exigeants avec nos danseurs. Donc, quand il y a nos kids, ils sont pas trop contents qu'on soit le jury. Okay. Vu qu'on les connaît par cœur, justement, on a moins cet effet de surprise où on va plus se remarquer quand ils vont se louper, tout ça, mais... De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Michael Pécaud, le directeur et chorégraphe de Supreme Legacy, Florian Begon et Maxime Sécalo. Donc Florian, toi qui as une certaine expérience de patinage artistique et de danse sur glace, comment tu considères le breakdance ? Alors pour moi, le breakdance, justement, c'est vraiment, c'est lié le sport et la danse, justement, c'est hyper artistique. Je suis une grande fan, faut le savoir, de break. Tous les films, je les regarde. Ouais. 50 fois, je m'en fous. Ouais. Parce que vraiment, je trouve que c'est un esprit, c'est de la compétition, mais hyper familial. Quand on les regarde, on se dit pas, ils sont en train de se battre pour une place ou une médaille. Ils sont en train de se battre pour leur passion et transmettre également en même temps à ceux qui les regardent. Et on voit bien dans les films, de toute manière, ça... Comment t'appelles les cercles là ? Les cyphers. Ouais, les cyphers. Du coup, quand tu les regardes, on voit les gens qui dansent avec eux et tout, et je trouve ça incroyable. Nous, en compétition, les gens, ils sont assis, quand ils nous regardent, ils ont juste des étoiles, c'est tout ce qu'ils ont. Et je trouve ça hyper intéressant ce qu'ils font, et c'est vraiment lié le sport et la danse. Et l'urbain, en plus, qui est beaucoup critiqué quand même à côté aussi. Ouais. On voit toujours le mauvais côté, et eux, je trouve qu'ils montrent le bon côté urbain, et c'est incroyable. Ouais, c'est top, hein. Michael, je voyais que t'as acquiescé comme ça. Ouais, non, je suis d'accord sur plein de trucs par rapport à ce que tu dis, surtout cet esprit de cercle là. Justement, c'est ce côté-là que des fois on perd sur les compétitions fédérales où c'est dans des grands gymnases avec le public qui est loin et il n'y a pas cette énergie-là. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de culture sport, c'est vrai que pour moi ça rentre dans les deux cases. Hein. C'est une danse quand même qui est très physique, qui est sportive, c'est une compétition, il y a un vainqueur, enfin voilà. Ça a quand même ce schéma sportif, mais pour nous c'est important de ne pas oublier ce côté culturel. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Et donc, tu parlais, là, ça me fait penser un peu, là, moi je regarde souvent les chanteurs, les danseurs là, de culture urbaine. Donc en France, c'est quand même assez marqué ça, au niveau de la culture urbaine, ou pas, le breakdance. Il y a certaines grandes villes où enfin, bon, comme Clermont-Ferrand, bien sûr, mais Lyon, tout ça, Paris, il y a beaucoup de breakdance, j'imagine. Ouais, il y a même plus de danseurs sur les autres grandes villes que chez nous. D'accord. Mais oui, forcément, il y a Paris, il y a Lyon, même Saint-Étienne. C'est bien ça c'est bien, bravo. Qui c'est les meilleurs, évidemment, c'est les Verts. Mais ouais, non, il y a plein de... Je pensais qu'il a mis sa belle veste verte. Merci, c'est un hommage pour moi, ça, merci Michael. Mais non, il y a plein de groupes dans toutes les villes, en fait, il y a du break partout en France, mais partout dans le monde aussi. Dans le monde aussi. Les Américains sont pas mal, je crois, non ? Ouais, bien sûr, ça vient de chez eux, donc forcément, ils ont ça dans le sang, mais après, du côté des pays asiatiques aussi, là-bas, c'est devenu quand même... presque dans les mœurs, quoi, dans leur culture, ils font de l'EPS, enfin ils font du break en EPS. On voit, nous, les enfants, ils ont un niveau de fou. Après, voilà, c'est comme à la gymnastique, quoi, au niveau de la formation. Et eux, ils assimilent ça plus comme si c'était Shaolin, tu vois, cet esprit-là un peu. Et c'est vrai que là-bas, c'est quand même vachement plus reconnu. Il y a plus de moyens. C'est vraiment considéré comme un sport national. Dernière question, après je laisserai la place à mes amis. C'est quoi un battle ? Est-ce que tu parles de battle, c'est pour nos auditeurs ? Ouais, un battle, c'est une compétition de break, en fait. Donc il y a plusieurs catégories. Ça peut être des 1 contre 1, des 2 contre 2, des 3 contre 3. Donc, et pareil, c'est soit pour les enfants. Même âge ? Les compétiteurs ont le même âge en général ou... Ça dépend. En fait, ce qui est bien, nous, c'est là, quand c'est sur la partie fédérale, il y a des âges, c'est séparé garçon-fille. Mais un battle, sinon, c'est tout le monde ensemble. Des enfants peuvent gagner des adultes. Des personnes aussi non valides peuvent gagner des personnes valides. Nous, on n'a pas de catégorie handisport, quoi. C'est vraiment... et à l'inverse, quand on parlait tout à l'heure de cette partie originalité et créativité, par exemple, on a un danseur qui s'appelle Samuka, qui est un Brésilien, qui lui a gagné, justement, il a déjà gagné, celui qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques, alors qu'il lui manque une jambe. Mais parce qu'il a développé un style bien à lui, et voilà, il s'est fait de son handicap sa force.
Et pour nous, ça, c'est quelque chose qui est très important, de ne pas rentrer dans ces cases-là. Ouais. Donc, il y a forcément des fois des catégories où c'est que pour les enfants, d'autres que pour les adultes. Des fois, c'est Bonnie and Clyde, donc c'est un garçon, une fille. Ouais. Ça peut être en équipe aussi. Mais ouais, c'est bien parce que du coup, il y en a, ils sont vraiment plus sur des battles, on va dire individuels, où ils vont être forts tout seuls. D'autres, ils vont être très forts en équipe parce que sur par exemple, un 3 contre 3, il y en a un, il va être fort dans la partie, on va dire, les phases, les power moves, d'autres plus dans la partie danse. Et en fait, ils vont se compléter. On peut aussi faire des combinaisons ensemble. Donc ça, c'est D'accord. une partie qui est l'esprit d'équipe aussi est important. Ouais. Max ? Ouais, moi je voulais savoir, toi, vu que tu es le fondateur de Supreme Legacy, tu as fait le choix aussi de justement mêler tous ces arts urbains. Parce qu'on parlait de chorégraphe, donc c'est pas juste, entre guillemets, un collectif de danseurs. Pourquoi ce choix justement de vouloir peut-être mêler, et puis peut-être après en symbiose, toutes ces disciplines, la musique, le graphe, etc. Mais en fait, je l'ai pas choisi. Okay. Clairement, C'est venu ça à s'est toi. fait. Ouais, en fait, c'est que nous à la base, on était sur la partie danse quand on a commencé dans l'équipe, sauf qu'on travaillait avec des rappeurs. Tu vois, ils nous disaient nous on a besoin de danseurs pour nos concerts. Ok. Donc on venait, mais sur la partie concert, il y avait quoi ? Il y avait un DJ. Après, quand on organisait battle, il y avait un DJ, un speaker. Ok. Et en fait, ça se fait naturellement. Et le crew s'est composé comme ça, où on est vraiment une famille. Tu vois, on travaille ensemble, on est des collègues, mais en même temps, on est des frères. Tu vois, Ok. c'est pas. Il y a beaucoup de personnes qui veulent rentrer dans Supreme Legacy, mais nous, on recrute pas. C'est vraiment des jeunes qu'on va former Ok. et des gens qui sont là depuis le début. Et du coup, à chaque fois, vous vous déplacez en équipe, quoi. Ça dépend des projets, ça dépend des spectacles. Par exemple, là, quand tu me parlais des spectacles de la compagnie, on a des formes qui sont à 2, des formes qui sont à 5. Ok. Et ça va dépendre. On a un duo, par exemple, là, on était à Genève le week-end dernier, c'est un duo batterie et danse qui s'appelle Impulse. Ok. Là, c'est un batteur, pareil, c'est naturel, quoi. Nous, le break, ça va avec le breakbeat, la batterie. Et donc, du coup, naturellement, ce batteur que je connaissais quand je commençais à donner des cours au foyer oral de Saya, en fait, on s'est rencontrés, on est restés en lien et petit à petit, il a intégré le groupe. Voilà, mais c'est. Mais par exemple, quand vous déplacez sur des compétitions, vous pouvez partir avec le DJ, le speaker. Ah, ça non. Par contre, ouais, nous, ça, c'est les événements qu'on organise chez nous, Ok. à Clermont. Après, quand on va sur d'autres événements, c'est d'autres speakers. Enfin, ça nous arrive que nos DJ soient présents sur d'autres battles. Ok. Mais nous, c'est toujours des personnes différentes. On se déplace pas avec. Et ce qu'il faut savoir aussi quand on fait un battle, c'est qu'on sait pas sur quelle musique on va danser. C'est vrai. Ouais. Donc ça, Ok. c'est un truc qu'ils n'ont pas assez peut-être précisé aussi au JO, parce qu'il y a plein qui n'ont pas compris ça. Mais en fait, quand on vient, il y a un DJ, mais il t'envoie des musiques. Des fois, tu connais pas les musiques. Ah oui, Florian donc ça veut dire que tu dois adapter ta choré, excuse-moi Fabrice, mais tu dois l'adapter en fonction de. C'est ça. Après, nous, on n'appelle pas forcément c'est une chorégraphie, c'est plutôt un passage. Ouais. En fait, et chaque danseur construit ça différemment. Il y en a, ils vont écrire leur passage de A à Z en disant j'ai envoyé tout ça dans ce ordre-là. Il y en a d'autres, ils se disent plus moi, j'ai envoyé tel ou tel enchaînement, mais je sais pas comment il va sortir. Il y en a d'autres, ils sont que en freestyle. Donc, Ah, c'est mais vraiment Florian par peut peut-être rapport vous en parler parce que justement l'importance de la musique c'est très important quoi. Bah justement, nous, j'avais une question pour toi, parce que nous, c'est quelque chose de très structuré au niveau de la chorégraphie. Toi, par contre, qu'est-ce que tu préfères, plutôt structuré ou vivre le moment comme il vient, la musique? Comment tu fais, toi? Moi, j'aime tout. J'aime bien que ce soit structuré dans le sens où sur la longueur, je parle là pour la partie battle, je parle pas des spectacles, c'est que sur la longueur, il y a quand même des qualifications, 16e de finale, 8e de... Enfin voilà, des fois il y a des battles qui c'est sont une assez longs. connotation sportive, ça, 16e de Ouais, finale. bien sûr. 8e de finale. Et donc du coup, ce qu'il faut, c'est réussir à pas se répéter. Donc si on voit les danseurs qui sont que en freestyle, sur la longueur, des fois ils peuvent amener à se répéter. Et du coup, ça peut être redondant et ça peut les faire perdre sur les battles. Et aussi, les personnes qui sont que structurées, ça va manquer de vie. Tu vois, sur la musique, où ils vont pas nous surprendre sur certains mouvements. On le sent quand le danseur... Structuré, ça veut dire qu'ils ont déjà tout prévu dans leur c'est tête. ça. Là, leur Tout est prévu performance de A à est déjà... Z. Il n'y a pas de ils vont spontanéité là-dedans. Voilà, c'est ça. Des fois, ils vont en avoir un petit peu, forcément, parce que tu es obligé de t'adapter sur la musique. Sinon, voilà, mais... Bien sûr. Mais pour moi, c'est important de trouver le juste milieu et c'est sur ça que je travaille avec les jeunes. Et après aussi, chaque personne est différente. Tout à l'heure, on parlait de handicap, tout ça, mais il y a aussi des danseurs qui vont être plus forts physiquement, à envoyer des figures techniques. D'autres, ils vont plus avoir ce feeling-là sur la musique. Donc moi, l'important, c'est de mettre en avant les points forts de chacun de nos élèves et de développer ça et en même temps de travailler sur les lacunes pour essayer d'équilibrer en fait toutes les grilles de notation sur un battle. Est-ce qu'il y a besoin d'un préparateur physique ou préparateur mental? Physique, j'imagine, mais... Moi, j'essaie un peu de tout faire, mais c'est pas ma spécialité. Mental, bien sûr aussi. Même nutrition, on devrait. En fait, il y a plein de choses qu'on devrait, mais c'est parce que c'est une danse qui est quand même très exigeante.
Et c'est vrai que nous, on n'a jamais fait de renforcement musculaire, on n'a jamais. Là, j'essaie de motiver l'équipe pour qu'on aille courir, tout ça, travailler le cardio. Mais au final, ça reste quand même quelque chose qui est comme ça, on se forme naturellement avec la danse, tu vois. Et dans certains pays, justement, comme en Asie ou dans les pays de l'Est, c'est vrai que des fois, ils sont un peu plus structurés que nous à ce niveau-là. Ouais. Mais nous, on essaie de garder ce côté-là un peu plus vivant et spontané. Mais ouais, c'est sûr que petit à petit, je pense que la discipline va être amenée, pour aller plus loin en tout cas, qui est quelqu'un qui fasse travailler la partie préparation physique, un suivi au niveau du mental. Kiné, pareil, on va pas assez voir les kinés. Moi, mon kiné, il veut que je vienne tous les mois, mais j'ai pas le temps. Ouais. Et puis bon, je danse plus vraiment, mais c'est vrai que j'essaie d'insister auprès des danseurs d'aller au kiné au moins une fois tous les 2 mois. Parce que le corps, quand même, c'est notre outil de travail, et puis ça demande quand même beaucoup. Ouais. Il faut l'entretenir, le corps, C'est effectivement. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Michael Pecot, le directeur et chorégraphe et penseur de Supreme Legacy du breakdance local et national et international. Mais c'est vrai, hein, Michael, il fait ça depuis qu'il est très jeune. Et quand il parle de breakdance, on sent qu'il est passionné. Florian toujours est là, et puis bon, bien sûr Maxime qui est toujours présent, en train de consulter toutes ses notes, et ça c'est la conscience journalistique. Bravo Maxime. Bon Florian, le Clermont Foot 63 est 15e du classement avec 5 points d'avance sur les barrages, et on a vu l'année dernière que les barrages avaient été remportés pour 1 but, et là cette année j'ai l'impression que c'est parti pour retrouver les barrages. C'est pas terrible, hein, Clermont. Non, là, franchement, ils ont été hyper décevants. Enfin, ils ont les moyens, mais ils se les donnent pas. Ça va pas au fond. Il y a des trous d'air, il y a trop d'erreurs qui sont faites, et c'est vraiment malheureux parce que depuis qu'ils sont malheureusement descendus en D2, justement, ils se donnent pas les moyens de se rattraper. Ouais. Et pourtant, la Ligue 1 devrait être là. On devrait y retourner. On a les capacités. C'est l'objectif, hein. Ouais, on a les capacités, mais on va pas assez loin dans le jeu. Ils sont... À la fin, on voit qu'ils se donnent plus les moyens. En fait, ils voient qu'ils sont en train de perdre et ça va pas plus loin. Et c'est vraiment dommage. Ouais. Il faudrait qu'ils reprennent un peu de niaque face à certaines équipes quand même. Ça, c'est sûr. Max ? Ouais, écoute Fabrice, on retombe dans nos travers, hein, j'ai envie de te dire. C'est dommage parce que du coup, on efface toute notre belle performance à l'extérieur. On est capable d'aller faire des résultats chez des mieux classés que nous. Et c'est dommage parce que du coup, ce résultat encore qui est finalement un peu à l'image des matchs à domicile au Stade Montpied, c'est-à-dire que tu prends un but à la 45e juste avant la mi-temps. Tu rates un penalty aussi. Ouais, tu rates un penalty. Alors là, pour le coup, c'est nouveau parce que Jeju, normalement, sur le point de penalty, il est quand même normalement irréprochable. Une belle parade du gardien palois, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage. Heureusement, il y a des faux pas de nos adversaires et concurrents directs plutôt pour le bas de classement. Donc faut espérer qu'on puisse capitaliser sur ces victoires plutôt à l'extérieur et essayer au moins de chez nous être performant, parce que déjà si jamais tu gagnes chez toi, alors t'auras pas gagné la guerre, mais au moins t'auras gagné quelques batailles. Ouais, t'auras gagné quelques batailles, mais moi je voulais rebondir aussi sur ce que disait Florian, et c'est vrai qu'aujourd'hui le Clermont Foot se donne pas assez les moyens pour essayer déjà de retrouver la première partie du classement. Et ce que tu dis Max, effectivement il faut gagner des matchs à la maison, parce que si tu gagnes pas de match à la maison, normalement tu te retrouves dans la charrette qui te mène au national. Donc à un moment donné, je sais pas comment les coachs préparent leurs matchs, hein. Moi j'ai rien contre eux, mais et Grégory Proman d'ailleurs, on en a parlé un peu par message, et c'est vrai qu'il a des conférences de presse où tu as l'impression qu'il sait plus où il va, quoi. Enfin, je sais pas s'il y a un projet de jeu exactement. Ce que tu disais Florian, c'est qu'il faut qu'il se donne des moyens, et puis c'est tout. Après la Ligue 1, ça devrait être un objectif chaque année, quoi. Donc on sait pas où va le club en fait. Et après moi rapidement, mais sur l'arbitrage qui là pour le coup a été en notre faveur, parce que on nous donne un penalty. Il n'y a pas penalty. Pour moi il n'y a pas du tout penalty, enfin même pour tout le monde. Ouais. Donc justice est faite à Pau, qui du coup ne prend pas ce but, mais il y a un sérieux problème, et je comprends pas qu'en Pro D2 en rugby sur des
un sport où il y a beaucoup moins de moyens que dans le foot. On a le droit Il y a la VAR, ouais. à 3-4 ralentis, alors que sur la beIN Sport, c'est un ralenti et tu n'as même pas le temps de le voir à la limite. Pour moi, c'est juste inadmissible. Et Grégory Proman en a parlé, était bien énervé là-dessus. Parce qu'en fait, voilà, il y a des clubs comme le Clermont Foot qui jouent leur survie. Et je pense que vraiment la VAR en Ligue 2, ça serait juste obligatoire, quoi. Ouais, exactement. Mika, t'en penses quoi, toi, du parallèle entre le football et le breakdance? Parce que le football, on dit maintenant de plus en plus que les joueurs ils jouent un peu pour eux, que l'état d'esprit dans certaines équipes il est moyen, alors que le breakdance, les gens sont soudés, les mecs ils sont soudés. Il y a quand même un gros différent d'état d'esprit entre le foot et le breakdance. Après, c'est que nous, on choisit nos équipes aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas payé pour faire des battles. Ouais. Donc tu fais le battle avec les gens que tu apprécies et qui t'es en lien. Tu t'entraînes à la salle ensemble, tu vas avec eux sur la compétition. Alors que c'est vrai, peut-être que le foot, c'est des équipes qui sont constituées avec des gens qui s'entendent peut-être pas forcément. Ouais, des fois il y a des bagarres aux entraînements, des fois. Donc là, donc pour l'esprit d'équipe, c'est vrai que c'est plus compliqué, en tout cas, à mon avis. Les sports collectifs, ce sont jamais faciles, hein, mais ça peut être une force comme aussi une faiblesse. Donc, Ouais, toi, tu as un discours particulier avant une compétition ? Pas spécialement, je leur dis toujours de donner le maximum pour rien regretter. Mais nous, c'est pareil. Des fois, il y a tu parlais d'arbitrage, nous, on n'a pas d'arbitre, on a des jurys, mais c'est vrai que des fois, tu comprends pas certaines décisions et c'est là où il faut rebondir. Et c'est vrai que nous, en tout cas dans le break, on progresse plus quand on perd que quand on gagne. Parce que quand on revient à l'entraînement, on a la rage, on se dit le week-end prochain, on va y retourner. Et là, donc, là où je te rejoins pas forcément, c'est que c'est vrai que le breakdance, comme tu l'as dit, et Florian nous en parlait aussi, il y a aussi un côté un peu interprétation des juges, etc. Là où, par exemple, on parlait du foot avec le Clermont Foot, s'il y a main dans la surface, il y a aussi oui, non, c'est binaire. Et justement, cette VAR, cette assistance à l'arbitrage, elle est pour moi primordiale parce qu'en fait, mais comme peut-être aussi des clubs de break et des collectifs qui jouent aussi leur avenir avec une décision d'un juge, avec un penalty. Enfin voilà, c'est à peu près les mêmes choses, quoi. Mais après, c'est vrai que nous, il y a moins d'enjeux. Enfin, les battles, même si ça nous tient à cœur, c'est pas ça qui nous permet de vivre, même si on gagne forcément un prize money à la fin, mais c'est sûr que c'est deux disciplines quand même qui sont totalement différentes. Après, comme tu disais, là au foot, tu marques un but. Nous, des fois, tu rentres à passage, il y a tout dedans et tu perds contre quelqu'un qui est moins fort, même si toute la communauté le sait. Des fois, tu comprends pas forcément les décisions. Mais j'aime bien ce que dit Mika, parce qu'il dit quand on perd, on apprend plus que quand on gagne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui au foot et dans d'autres sports collectifs, même quand les équipes perdent et qu'ils prennent 2 ou 3-0 par exemple au foot, ou quand tu prends 50 points au rugby, il y a certains joueurs, ils ont du mal à se remettre en question. Donc voilà, et ça c'est les plus grands champions en général, ils se remettent en question. Voilà. Et ça c'est important dans le patinage, ça va être la même chose aussi. Hein. Justement, moi je suis plus comme Mickaël, du coup, quand on perd, malheureusement, on se donne un coup de pied aux fesses et la prochaine, nous par exemple, c'est dans 2 semaines. Et voilà, on a tout refait, on a tout recommencé, on a pris conscience de ce qu'on nous ont dit les juges et ceux qui nous ont regardés dans les gradins. Et puis voilà, alors que le problème du foot, du rugby, comme tu dis, c'est beaucoup plus médiatisé que nos sports à nous. Exactement. Et du coup, en fait, on leur met aussi une pression, je pense, et là, ils se perdent, en fait. Justement, la pression, ils y arrivent pas. Ouais. Et c'est trop médiatisé par rapport à nous. Il y en a qui subissent trop la pression, non mais ça c'est sûr. Hein. Donc en fait, c'est complètement différent, comme il disait. C'est des disciplines différentes, c'est des caractères différents aussi. Donc, Ouais. On va parler de l'équipe de France de rugby qui a gagné sur le gong grâce à une pénalité de Thomas Ramos. Donc là, c'est vrai qu'il en faut une grosse paire, comme on dit, parce qu'il y va avec le sourire d'ailleurs. Jalibert a dit, quand je lui ai donné le ballon, il avait le sourire. Il a dit, ce mec, il est complètement fou. Surtout qu'il est chahuté un peu par Maro Itoje, le capitaine anglais, qui vient un peu sommer le trouble. Ouais. Mais après, attends, laisse-moi finir. Après, quand il dit au micro, Thomas Ramos, et ça m'a plu vraiment, parce qu'il a dit, ok, je suis content, on a gagné, super, on a gagné. Alors, ils ont gagné le tournoi destination, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde encore. Hein. Et il dit est loin. Et il dit par contre, si on continue à prendre des essais, si on prend des points comme ça, les grandes rencontres, elles se feront sans nous. Donc lui, dans sa tête, les grandes rencontres, c'est demi-finale ou finale de Coupe du Monde, j'imagine. Donc tu vois, et Antoine Dupont a dit un truc très intéressant. Il a dit que c'était particulier de fêter la victoire du tournoi destination sans grand chelem. Et oui. Ça n'avait pas la même résonance. Ça fait 2 ans de suite que c'est comme ça. Hein. Eh ben ouais.
Donc, comme quoi le Grand Chelem, c'est important. Allez, Maxime, vas-y, perds tes réseaux. Bah pour parler du Grand Chelem, Parle-moi de la défense de l'équipe de France de on va rugby. citer les U20, les Bleuets, qui eux ont fait le Grand Chelem. Donc ça, c'est quand même... Les U18 et les U16 ont battu l'Angleterre aussi. C'est ça, donc c'est quand même bien pour la réserve du rugby français. On se dit que le rugby français, normalement, a de beaux jours devant lui. Malgré, là, on a quand même un gros vivier de talent. Et la génération qui va pousser dans 2-3 ans sera tout aussi performante. Donc ça, c'est super. Pour en revenir sur ce match, que franchement, Fabrice, moi, je pense que c'était un match d'anthologie. Ah, c'est un match dingue, c'est sûr. Il a un côté, une dramaturgie qui a été folle. 48-46. En plus, il y a une cérémonie d'ouverture avant, c'est les 120 ans du crunch. Ce match qui est quand même à part. Il y a des téléspectateurs qui ont râlé pour la couleur du maillot. Ouais, bah alors je t'avoue que ceux qui ont des problèmes aux yeux, pas mal de personnes l'ont dit, et moi j'étais aussi devant mon écran. C'est vrai que c'était pas très très agréable. Il y avait que les chaussettes rouges qui différenciaient un peu les joueurs. Alors mon ami Max, le sujet est trop important, on va y revenir dans la prochaine partie, parce que là on va marquer une pause musicale. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Michael Pécaud, de Florian Begon et de Maxime Secalo, qui va nous expliquer comment Fabien Galtier travaille la défense de l'équipe de France à la vidéo. Bah écoute, j'ai lu l'équipe, Fabrice, que tu m'as gentiment fait parvenir. Ouais. Et l'interview de Jean-Baptiste Elissalde, Oui. illustre numéro 10 du Stade Toulousain, de l'équipe de France. Numéro 9 aussi. Numéro 9 également. Qui parle justement des errements défensifs de l'équipe de France. Et c'est sûr qu'avec 46 points, 48 points encaissés, 46 points. 46 points. Sur les deux matchs, t'encaisses 96 points. Ouais, 14 essais t'encaisses. Donc c'est quand même beaucoup trop. Et c'est vrai que tu le vois bien, il y a peut-être un ou deux En sachant, Max, que l'ouvreur anglais rate 3 ou 4 transfos quand même. Tout à fait. Ouais, il loupe 4 ou 6 points, ouais. Tu le vois, il y a quoi ? Il y a 2 ou 3 grattages maximum dans le match. C'est JB Gros et je sais plus qui, peut-être Thémo Mathieu, je crois qu'il gratte 2, enfin tu vois, un ballon chacun. Ouais. C'est trop peu. Ouais. C'est trop peu à ce niveau-là pour justement penser à des moments de turnover. C'est là où l'équipe de France en plus performe. On sait que sur des ballons de grattage de turnover, jouer vite avec un Dupont, un Jalibert qui fait des transversales au pied, justement c'est quelque chose que, pour moi, qu'il faudrait travailler. Et c'est vrai que... Mais il faut bosser derrière, parce que le dernier essai anglais, il y a un trou béant, t'es à 5 mètres de la ligne, ça c'est pas normal. Et puis le premier essai, c'est pour Bielbiarré, c'est Yachvili qui le dit, c'est pas moi. C'est ça. Parce qu'il monte trop. Et puis le 14 anglais, il faut aller le chercher, sauf que il est rapide, le LBB, notre TGV national, mais là c'était un peu court pour le coup. Ouais, et puis tu vois, on est quand même souvent... on a beaucoup reculé sur ce match-là. On était souvent à la peine, même sur des constructions offensives. Des fois, on a vu un Julien Marchand qui se retrouvait dans le couloir des 5 mètres en bout de ligne. Ouais, ça c'est pas normal. C'était un peu désorganisé. Alors effectivement, on a une fin très heureuse et la dramaturgie de ce match fait que, évidemment, on va retenir la victoire. Alors, juste, et puis je te redonne la parole derrière. Mais ça, c'est pareil, quand t'es Steve Borswick, le coach anglais, tu sais que t'as un match gagné, quoi. Il y en a un qui fait un plaquage haut, ils peuvent pas s'empêcher de faire des fautes à ce niveau-là. C'est quand même incroyable de voir ça. Ouais, quand c'est Demba Bamba qui sort à la 65e. Ouais. C'est vrai que là, je crois que tu finis carrément le match, donc il doit sortir après la 70e. Non, mais l'anglais qui fait le plaquage haut pour la pénalité de Ramos. Ouais. C'est fou, quoi. C'est des rugbymen professionnels. Sachant que je crois que 2 secondes avant, t'as Pollock qui a vraiment à deux cheveux blonds de gratter le ballon. Ouais. Et donc, les Anglais, ils méritent. Moi, je les croyais vraiment moribonds. Je me suis dit, on va gagner tranquille. Ça a été Après, je pense que c'est le dernier match du tournoi quand tu regardes rapidement, mais les Gallois, tu vois, qui font quand même un match énorme. Ouais. Bon, en même temps, ils n'ont pas existé du tournoi. Je les ai regardés, les Gallois, ils ont fait un match extraordinaire. Ouais, tu vois. Donc, mais ils peuvent battre l'Écosse aussi. C'est ça. Donc non, mais pour revenir rapidement sur les individualités, je pense que Jalibert honnêtement marche sur l'eau. Il n'y a pas que toi et moi qui le disons. Ouais. Je pense qu'Ntamak a du souci à se faire. Ouais, Jalibert, il est extraordinaire. Parce que honnêtement, il est complet, ce joueur en fait. Il prend la ligne d'avantage, il fait des par-dessus au pied. Il est super fort. Il est vraiment très bon. Et puis Louis Bielbiarré qui est donc à 29 essais. Il est à 29 essais pour 27 caps, Fabrice. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Non, mais il est vraiment extraordinaire. Et le record de Damien Penaud de 40 essais en équipe de France... il va pas durer longtemps. Il va pas durer longtemps. Ouais, c'est sûr. Et rappelez qu'il a que 22 ans, Fabrice. Ouais. Et ça, c'est incroyable. C'est un bon rappel. Florian, pour le France-Angleterre ? Moi, j'ai trouvé... faut savoir que j'étais entre copines pour regarder.
Bravo, J'étais ça c'est bien bien. entourée. On salue tes copines T'as d'ailleurs. eu la preuve. Hein. Ouais. T'as eu la preuve et c'était des patineuses, mais elles sont à fond rugby. Eh ben c'est bien ça. J'ai bien tout appris. LBB, casque rouge. Non, c'est surtout que j'étais vraiment à fond dans le match. Une ouverture de score incroyable. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Ouais. Et après, comme je t'ai dit aussi, ils étaient beaucoup plus à fond que l'équipe de France, je trouve. Ils étaient vraiment plus dans le match. Les Anglais ils étaient enthousiastes, ouais. Ouais, les Anglais, ils ont donné plus de force que les Français. Ouais. Après, je pense ce qui nous a servi, c'est qu'ils ont commencé à faire beaucoup d'erreurs. Donc forcément, les Français ils ont prennent joué ce dessus. carton jaune, ouais, ils ont été indisciplinés. C'est ça, mais après, ils ont été un petit peu... Voilà, ils sont un peu cherchés. C'est le but du rugby aussi, hein, c'est le jeu, et c'est pour ça qu'on regarde. Et après, forcément, mais la victoire. La victoire était juste là, c'est magnifique. tout le monde, On était en stress jusqu'à la dernière seconde. Le chronomètre était beaucoup trop long. Faut savoir que Maxime a traversé Chamalières tout nu, hein, d'ailleurs. Ah, Il oui, nous l'a dit. J'ai le message, là, je pourrais le faire voir à la caméra. Non, je rigole. Bon, Michael, toi, le rugby, non? Parce que le ballon rebondit pas normalement, et c'est un peu pénible. Hein. Moi, je t'avoue que c'était l'anniversaire de mon fils qui fêtait ses 6 ans, donc j'ai pas du tout Happy regardé le birthday. match. C'est quoi son prénom? Owen. Comment tu dis? Owen. Owen? Happy birthday. C'est normal, Owen Farrell, numéro 10, illustre du 15 de la Rose. Happy birthday au petit Owen, en tout cas. Bien. Tu voulais parler de Lenny Martinez, mais rapidement. Ouais, rapidement, sur la course du soleil qui n'a pas bien vu le soleil, Fabrice. Hein. Ils se sont bien caillés pendant une semaine. Ouais. Lenny Martinez, effectivement. Il a dit qu'il n'était plus un gamin, que c'était fini, que c'était un homme maintenant. Ah c'est sûr. Là, vu le sprint qu'il a fait avec le grand danois Jonas Vingegaard, bravo à lui, franchement, qui s'adjuge la dernière étape de Paris-Nice pour l'arrivée. C'est bien. Je pense que ça, avec lui et Sexas et les Valentins Paré-Peintre et autres, pour la grande boucle de juillet, je pense qu'on a de beaux jours devant nous, hein, côté français. Pogacar va avoir du mal à dormir avec tous ses adversaires, non? Ouais, écoute, je pense qu'il dort bien sur ses deux oreilles, Fabrice. Alors, je voulais parler aussi de Carlos Alcaraz qui a perdu en demi-finale à Indian Wells contre Medvedev. Donc, ça, c'est une petite surprise parce que c'est tellement une machine à gagner. Donc, c'est bien parce que ça permet de réouvrir un peu des tableaux pour Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. Et Sabalenka aussi. Et Sabalenka a perdu contre Rybakina? Non, qui a gagné. Ah, elle a gagné, super. Elle a gagné et c'est son premier titre depuis l'Open d'Australie. Ouais, c'est top. Donc, et puis Antonelli, mais ça on en parlera une autre fois, qui a gagné. Open, Qui a gagné à 19 ans, Antonelli, son premier Grand Prix de Formule 1, mais c'est historique, c'est le plus jeune vainqueur. Ouais, et puis avec la belle image c'était Peter Boynton, qui est l'ex-ingénieur de Lewis Hamilton, qui était sur le podium avec Toto Wolff, qui était ému en disant qu'il avait 3 pilotes sur le podium. C'est bien. Donc, et les Ferrari sont de retour, Fabrice, tu vois. Ouais, c'est bien. Preuve en est rapidement, mais que je trouve que ça dépend vachement des voitures. Ouais. On le voit bien. Là, je pense que la Ferrari est mieux née, les Red Bull un peu moins, et on voit bien que Lewis Hamilton a du talent. Mais là, avec des voitures, là, il finit 3e, et je pense que les Ferrari et les Mercedes vont jouer les premiers rôles. Et par contre, attention aux McLaren. Attention les McLaren. Bon, on en parlera une autre fois parce que le temps passe. Tu es pris par le temps, Fabrice, on le sait. On va finir, tout le temps. C'est la direction de Goss FM qui met une pression phénoménale. Donc on va finir avec Michael. Je pensais qu'il la buvait plutôt, la pression. Mais... Il la boit aussi de temps en temps. Okay. Il m'a dit, dernièrement d'ailleurs, oui, c'est vrai. Il est rentré tôt. C'est ton petit dos qui t'a dit. C'est ça. Bon, Michael, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tu veux mettre en valeur une compétition si tu veux annoncer, tu as une annonce à faire, non? C'est ça? Non, si. Vendredi, on sera au Pic. Donc avec le spectacle Héritage. Au Pic, c'est où ça? Le Pic, c'est pas très loin de la coopérative de Mai. Ah, une nouvelle salle qui vient d'ouvrir. Okay. Il y a un grand espace. C'est le plus gros coworking d'Europe, Fabrice. C'est ça. Ah ouais? Ouais. Mais moi, une fois que j'ai worké, moi je cowork plus. Je rentre chez moi après. Non, rapidement, mais c'est lié à Turing 22 qui était le coworking à Aubière, et c'est le même patron qui a ouvert ça avec plein d'hospitalités autour qui sont vraiment très agréables. Ouais, il y a plein de restos, food court, et il y a une salle de spectacle. Du coup, on va jouer là le spectacle Héritage avec Lucky. Donc c'est un duo, c'est une conférence performance qu'on est tous les deux sur scène où on parle du breaking, de notre parcours, et on explique justement tout ce qu'on a pu se dire ce soir sur les jugements en compétition. On fait vivre aussi au public une simulation de battle en fait sur scène. On prend des gens avec nous dans chaque équipe, on met des personnes du public en jury. Tout ça, donc voilà, faut pas hésiter à venir, c'est gratuit, c'est à partir de 20h. C'est quand, t'as dit? C'est vendredi. Vendredi, on sera le 20 mars, je crois. Vendredi 20 mars, donc, à 20h? À 20h au Pic. Au Pic. Michael
Pecco Supreme Legacy, vendredi 20 mars à 20h, au Pic. Les amis, allez-y, en grand nombre. Tu vas y aller, Maxime, toi, j'espère? Ouais, écoute. Si l'Olympique de Marseille joue pas, quoi. C'est ça, on a quelques obligations professionnelles, Fabrice, tu le sais bien. C'est ça, exactement. Florian, non, toi, tu seras peut-être en train de t'entraîner, non? Non, pas vendredi soir, je m'entraînerai samedi à 6h du matin, mais pourquoi pas, en vrai. Je serais venu te voir, mais 6h du matin. Ouais. Et du coup, pas le droit de faire la fête le vendredi soir, quoi, tu vois. Ouais, mais bon, on peut aller voir vraiment une discipline qui mérite d'être connue, donc pourquoi pas inviter des copines. C'est mon docteur qui m'a interdit de me lever à 5h du matin, donc je pourrais pas venir te voir. Bon, Mickaël, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que ça continue comme ça. Que du bonheur? Ouais. Tu vas peut-être passer sur France Télé, Canal+, ou Beansport un jour, non? Pourquoi pas. Ce serait pas étonnant. Pourquoi pas. C'est vrai qu'une chaîne comme Canal+, qui est toujours un peu sur des innovations, choses comme ça serait pas mal qu'ils puissent retransmettre. Non, on n'a jamais fait Canal+, on a fait M6, TF1, France 3. Non, mais France d'avoir 2, des... Je pense qu'en plus, ils sauraient bien le filmer. Enfin, c'est vrai qu'ils ont toujours un regard un peu différent sur les compétitions sportives, etc. Donc, non, c'est vrai que ça serait chouette d'avoir un peu plus de médiatisation pour le break. C'est sûr. Bon, c'est déjà fini. Donc, Mickaël, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Insta, LinkedIn, sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur Spotify, que Maxime me regarde avec des yeux. N'oublie pas Spotify, Fabrice. Ça fait attention à toi. Allez, 10% Fabrice. Amis sportifs, à mardi prochain sur le Goss FM. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Avec un S à sport. Le Goss